J'ai divorcé, j'ai fait une faillite personnelle, j'ai dû vendre ma maison, bon, bref, j'étais à la rue, quoi. L'échec, ça te met devant la réalité et ça t'oblige à trouver une solution. Donc je me suis reconstruit grâce à la musique et le chant, parce que c'est ma passion. Voilà. Devenir entrepreneur n'est pas une fin en soi. Par contre, l'entrepreneuriat, c'est un vrai axe de développement personnel, pour moi, de bien-être aussi. Si un entrepreneur n'a pas confiance en lui-même, il ne pourra pas avoir la valeur que pourra avoir son entreprise à long terme. Et du coup, il sera court-termiste. Et ça a été une super expérience, puisque ça a été un échec cuisant, où j'ai dû faire ce qui marchait et pas ce qu'on avait prévu de faire. Ça a été beaucoup de doutes au départ, surtout beaucoup de gestion. Ce qui est bien, c'est qu'il fallait régler les choses, parce que quand on a une faillite personnelle, il y a la réalité qui est là, donc on n'a pas le temps de réfléchir. Le but, c'est pas en fait d'enseigner une pédagogie en fait trop théorique, mais c'est de partir de l'accompagnement et si besoin de former les personnes, puisque les personnes n'arrivent jamais comme une coquille vide, elles arrivent avec leur expérience. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Binov TV pour un nouvel épisode de One to One Business, l'émission où les parcours inspirent et où les expériences transforment. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Fawzi Malak, qui est un pilier de l'entrepreneuriat, mentor aguerri et fondateur de Starter Unit, qui est la première école ou université entrepreneuriale de France. À la tête de cette aventure qui vise à transformer le management et le leadership grâce à l'innovation et à la technologie avec une communauté forte de plus de 1700 membres, Fawzi est un acteur clé dans l'écosystème des startups, apportant une vision neuve et un accompagnement personnalisé pour ceux qui sont à l'aube de leur aventure professionnelle. Restez à l'écoute pour découvrir comment Fawzi allie passion, innovation et leadership pour créer un impact grâce à l'entrepreneuriat. Bonjour Fawzi. Bonjour. Merci d'être là. Merci de m'accueillir. Je t'en prie. Écoute, comme tu le sais, j'ai beaucoup apprécié ton profil. J'ai découvert donc Starter Unit il y a pas mal de temps. J'ai vu quelques éléments que tu as postés. Tu fais notamment pas mal de meet-up, ce genre de choses. C'est ça. Donc, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et l'idée de créer la première comme on l'a dit, université entrepreneuriale, je trouvais que c'était quand même une idée pas mal parce que c'est vrai que ça va un peu à contre-courant de l'enseignement classique qu'on a, qui est celui plutôt d'être très bon élève et d'apprendre juste les cours et de ne pas forcément avoir des cours spécifiques sur l'entrepreneuriat, même si c'est un peu le rôle des écoles de commerce, mais c'est vrai qu'on nous apprend plus à être un très bon salarié plutôt qu'un très bon entrepreneur. Un très bon salarié que j'étais à l'époque et que je ne le suis plus. Exactement. Et en effet, l'idée, c'est université à la base, c'est on remonte vraiment aux origines, on va former des corporations d'experts et puis le but, c'est pas en fait d'enseigner une pédagogie en fait trop théorique, mais c'est de partir de l'accompagnement et si besoin de former les personnes, puisque les personnes n'arrivent jamais comme une coquille vide, elles arrivent avec leur expérience. Et donc l'idée c'est ça, c'est pas prendre en fait les personnes qu'on accompagne pour des personnes sans aucune compétence, mais c'est de se dire, elles ont chacune en fait leur profil, en fait on va les prendre comme elles sont, on va leur apporter ce dont elles ont besoin et seulement ça. Et pas aller perdre du temps à les former sur des choses peut-être qu'ils n'utiliseront pas ni aujourd'hui ni demain. Exactement. Mais avant de parler en profondeur de cette expérience et de ce projet, dans l'émission, nous avons 3 parties. Et la première, c'est plutôt l'aspect personnel qu'on va essayer de découvrir. Dans un deuxième temps, nous allons parler justement en profondeur de ton aventure entrepreneuriale, de ton parcours, des défis que tu as su relever, des échecs aussi, parce qu'on ne le dit jamais assez. L'entrepreneuriat, c'est aussi des échecs.
et surtout des échecs des Surtout, fois. oui. Donc c'est quand même important de mettre la lumière dessus, parce que c'est aussi des expériences qui nous apprennent beaucoup finalement. Complètement. Et enfin, donc les leçons et les futurs, et puis on va conclure cette émission. Voilà. Très bien, mais Donc parfait. je te propose de te présenter et puis de me parler un peu de ton parcours, de toi, de ce que tu as fait jusque-là. Mais déjà, merci de m'accueillir. Je t'en prie. Donc, je suis Fawzi Malak. Alors, je me définis par aucun statut. J'ai un parcours, une expérience, comme tout le monde. Elle a commencé, comme la plupart des personnes de ton audience et d'ailleurs de tout le monde, c'est un parcours salarial où j'ai été chef de projet en fait, en business intelligence pendant près de 15 ans, pas plus, un peu moins de 15 ans. Et j'ai travaillé pour des grands groupes en fait privés. Mhm. Alors, je suis passé par Air Liquide, PSA, mais aussi du public comme EDF et le ministère de l'Intérieur, vraiment des gros projets. D'accord. J'ai intégré des systèmes d'information décisionnelle, c'est-à-dire des systèmes où on partageait en fait des indicateurs, des données, afin que les décideurs d'entreprise puissent prendre leurs décisions stratégiques ou opérationnelles. Donc, ils avaient besoin de leurs indicateurs, le KPI et tout ça, ou les données, d'accéder à des données vraiment stratégiques pour prendre leurs décisions. Et j'ai été formé à ça. Et, euh, et j'ai vu en fait comment c'était différent dans le secteur privé et dans le secteur public. C'était complètement des systèmes complètement différents. Et j'ai compris vraiment la vie en entreprise à partir de là. Cette première partie de ma vie, on va dire professionnelle, hein, évidemment, il y a eu autre chose avant, mais ça a été ça. Et la deuxième partie, ça a été justement la fin de la première où qui s'est soldée par un burn-out parce que manque de sens. Euh, on n'utilisait que 10% de mes capacités, de mes compétences, et donc ça fatigue mentalement. Demande pourquoi en fait on a développé autant de compétences pour en partager aussi peu. D'ailleurs, ça a forgé tout le reste, et on en parlera tout à l'heure. Et ce premier burn-out m'a amené vers la deuxième partie de parcours où j'ai commencé mon parcours entrepreneurial. Tout d'abord en étant freelance, parce que je me suis dit, ben voilà, on va vendre son expertise. Et ça a été une super expérience, puisque ça a été un échec cuisant. Un super échec qui m'a permis de comprendre en fait que cette première partie de vie en fait n'était plus la mienne et qu'il fallait que je trouve autre chose. Un échec, pourquoi? Parce que finalement, être freelance, c'est aussi un peu une forme de salariat quelque part. C'est une forme de, selon moi, hein, Ouais, ouais. attention, c'est une forme de salariat déguisé. Puis la manière dont j'ai développé le freelancing était peut-être ça. Et je ne dis pas que certains freelances, eux, le voient autrement et développent une vraie entreprise, etc. Ils trouvent une liberté en tant que solopreneur, comme certains l'appellent, ou autre. Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça, comme un salariat déguisé, où, en fait, j'avais les avantages et les inconvénients exposant 10 dans le freelancing. Et le problème, c'est que on se rend compte que ben, les inconvénients sont énormes et surtout, les avantages, en fait, sont altérés par le fait qu'on touche, si on calcule, on fait le revenu divisé par le nombre d'heures travaillées. Parce qu'il faut prospecter, il faut être un entrepreneur. Ben, en fait, on touche moins que quand on était salarié. Moi, j'avais un salaire extrêmement confortable, même indécent pour mes parents, qui eux mon père était maçon, donc il a d'ailleurs, si tu veux, je peux te raconter une anecdote par rapport Vas-y, à je t'en ça. prie. Donc la première fois en fait où j'ai eu mon premier emploi, Ouais. mon nouvel employeur m'a appelé. J'étais à Albi chez moi dans le Tarn et c'était les anciens téléphones, je sais pas si tu vois, à Oui, oui. cadran et tout ça. Je suis pas jeune. Et il me dit que je suis pris. Et il y a mon père avec le petit écouteur, je ne sais pas si vous connaissez les jeunes, désolé, hein, la Gen Z, hein, c'est pas pour vous, mais qui écoutait et il a entendu en fait le salaire qu'il me proposait. C'était en francs hein, à l'époque, encore, enfin c'était la dernière année en francs. Il me l'a annoncé en francs, donc mon père a compris que là c'était, ouais, j'allais avoir un salaire qu'il n'avait Très jamais connu, important par voire le rapport à double, ce le que lui, triple. il Hein. a connu toute sa Ouais, vie. voilà.
Bon, c'est une forme de réussite aussi pour lui, peut-être de Pour fierté lui, aussi, oui, de se dire, moi qui suis maçon, qui trime toute la c'est ça. journée, finalement mon enfant a réussi au moins C'est à ça. avoir un Et, certain confort. je suis resté dans cette deuxième partie de parcours, je suis resté dans l'image que j'avais dans la première partie du parcours où pour moi, ce que j'avais gagné, c'était un statut, le respect de mes parents, euh, quelque chose en fait qui est de l'ordre du statut social, qui est confortable. Et je suis resté, comme je le dis, entre guillemets, formalisé dans cette image-là. Et quand je suis devenu freelance, ben c'est pareil, j'ai gardé cette image-là du salariat et surtout de ce statut confortable. Et, du coup, tu m'as dit que ton papa était maçon, C'est ça. mais toi, enfant, t'étais quel genre de garçon du coup? Alors, Donc, ton environnement familial, c'était quoi? Donc, papa maçon, donc maman un ouvrier, qui travaillait déjà des aussi ou... parents tunisiens. Ouais, Moi, je suis né en France. Ils sont nés donc ils sont en tunisiens. Tunisie. Ils sont venus en France surtout mon père est venu pour avoir une situation professionnelle. Et puis il a ramené bien sûr ma mère. Et puis je suis né en fait euh, à Albi dans le Tarn. Et en fait dans un univers très modeste. Forcément, ma mère ne travaillait pas. Ouais. Mon père travaillait. On était trois. J'étais le plus jeune. J'avais donc un cadet, un frère cadet et puis une sœur aînée. Et on a toujours vécu dans cette image du travail roi et surtout de faire en fait les choses sans faire trop de bruit, être respectueux envers les personnes, poli. Et Oh, puis voilà. classique, ça, tu me diras. Classique, oui, enfin classique aujourd'hui, ça l'est moins aujourd'hui, c'est pas forcément des valeurs qui sont mises en valeur justement aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça que j'ai grandi. Mais quand tu dis dans ce monde là aussi, c'est le fait de rester salarié quand même. C'est-à-dire d'avoir Alors ça aussi, un salaire à la fin du mois, quoi. ça fait partie de l'image d'Épinal de l'époque. C'est-à-dire que l'image qu'on avait, c'était la réussite, c'était avoir un CDI. Voilà. Je pense que pour la plupart de ma génération, c'était ça. J'étais pas encore, je ne suis pas un boomer, je le dis. Je suis pas né dans les années boomer, mais on était encore dans ce trip-là. Et voilà, donc quand tu grandis avec un environnement comme celui-là, ben, tu fais attention à tout. Tu fais attention à l'argent que tu gagnes, tu fais attention à l'argent que tu dépenses, tu fais attention à ce que tu dis, tu fais attention aussi à, à faire des choses en fait respectueuses et qui font que tu vas, grâce au travail, réussir. Moi, voilà, c'était mon logiciel. C'est comme ça que j'ai T'étais été formé comme ça. éduqué, quoi. Hmm. Il fallait travailler pour réussir. C'est ça. C'est vrai. Et avec une autorité donc parentale, un père qui était quand même assez sévère. Bon, ça va, Oui, c'est ça, pas c'est non plus tous les papas un les peu papas, voilà, maghrébins, exactement. africains en général. C'est ça. Et c'était un peu ça. Et ma mère, évidemment, très sûre d'elle, vraiment très à cheval sur l'éducation C'était une aussi. maman qui travaillait aussi ou elle était à la maison? Alors, elle était à la maison, elle travaillait pas. Par contre, elle était très curieuse, elle se formait, voilà, elle allait à la Greta, je sais pas si tu sais ce que c'est une association en fait qui forme les adultes à plein de choses. Et elle restait jamais sans rien faire et elle C'est bien, prenait toujours elle le était temps curieuse. voilà, elle en profitait aussi. Donc, petit garçon, tu étais quoi? Tu étais Ah, plutôt... sage. Même ma mère me se demandait, mais il parle jamais ce petit. C'est vrai? Ça a changé depuis, mais Tu étais il très parle sage? jamais. Ah oui, très sage parce qu'en fait, je suis quelqu'un en fait qui observait énormément. Je me souviens que j'observais mon frère, ma sœur, souvent en fait dans ce qu'ils faisaient, et j'emmagasinais énormément de choses. Euh, J'apprenais en fait beaucoup. Je prenais le temps aussi avant de parler, je prenais le temps de réfléchir, toujours. Voilà. J'étais quelqu'un qui n'aimait pas parler pour ne rien dire. Donc, je parlais pas beaucoup. Et quand je parlais, c'était pour dire un truc précis, net. Voilà. Aujourd'hui, donc tu as des enfants? C'est ça. Tu en as Deux combien? enfants. Des enfants? Un enfant de 5 ans, donc Noam, un petit garçon, et une fille en fait qui a maintenant 9 ans.
D'accord. Donc, une grande c'est la grande. fille. Ah ouais, non, ça a été. Et tu as reproduit un peu le même schéma que tes parents ou tu as Alors, essayé de inconsciemment, justement... oui. Ah ouais? Pas le même, mais inconsciemment, une grosse partie. Et consciemment, non, parce que, évidemment, on est tous le fruit, en fait, de notre expérience et puis de notre éducation. Donc, ce qui a été partagé, pour la plupart, est resté. Moi, j'ai pu digérer et je digère encore, en fait, cela et j'en garde les valeurs que je partage. Mais il reste quand même des réflexes. Hmm. Moi, je m'en rends compte, puisque, en fait, on le verra tout à l'heure, j'ai deux entreprises. Une première, vraiment, où on accompagne les parents dans l'éducation de leurs enfants grâce à l'éveil musical, de la musicothérapie. On voit les parents. Et à travers, en fait, cet accompagnement, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des réflexes que j'avais qui étaient restés là. C'est-à-dire le fait de ne pas parler à table, par exemple, ou ce genre de trucs. Enfin, je peux pas, on va pas les développer ici, mais ces petits réflexes qui sont là. Donc, inconsciemment, oui. Et consciemment, non, puisque ce que j'essaie, ce que j'ai pu digérer depuis, bah, j'arrive à le faire autrement. D'accord. Mais tu gardes quand même, on va dire, certaines valeurs qu'on Les t'a valeurs sont inculquées. là. Et justement, l'entreprise, c'est un peu pareil. L'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. Il faut en fait dissocier en fait les valeurs de la manière en fait dont tu les partages. C'est la pierre angulaire en fait de l'entreprise et même de l'entrepreneur, les valeurs. C'est ce qui définit en fait l'entrepreneur ou l'entreprise. Et après, la manière de l'exprimer, c'est la spécificité de la personne. Et tant mieux. Bien sûr. Euh, donc, tu me disais tout à l'heure que tu as ta première expérience, c'était finalement le freelancing. C'est ça. Dans Qu'est-ce qui l'entreprise, ouais. t'a... Ouais, voilà. L'entrepreneuriat. Mais après, du coup, quels sont tes projets? Quels ont été tes projets? Qu'est-ce qui t'ont amené à créer Starter Unit après? Alors, depuis fin 2012 Ouais. jusqu'à aujourd'hui, donc j'étais dans ce parcours entrepreneurial. J'ai commencé avec ma nouvelle femme, parce que alors, je ne te raconte pas ce qui s'est passé après le burn-out et tout ça. Ça a été une période quand même assez longue où j'ai divorcé, j'ai fait une faillite personnelle, j'ai dû vendre ma maison. Bon, bref, j'étais à la rue, quoi. Ouais. Donc je me suis reconstruit grâce à la musique et le chant, parce que c'est ma passion. Voilà. Et j'ai repris des cours de chant et c'est là où j'ai rencontré ma nouvelle femme. Et petit à petit, ben, en fait, on a appris à se connaître et à développer, je la fais courte, hein, à développer, donc on s'est mariés, etc. Mais avant le mariage, on a commencé une première aventure qui est l'école du bien-être musical, où on apprend en fait à des parents à accompagner leurs enfants et on aide les enfants à développer leurs compétences cognitives grâce à la musique, donc à travers des ateliers d'éveil musical et grâce à la musicothérapie qui est en fait euh, une activité, pas une activité mais plutôt une thérapie qui permet en fait à l'enfant de mieux mémoriser, de mieux se concentrer, d'exprimer plus facilement en fait ses émotions. Ça a été ma première Entreprise entreprise avec, que... et ça l'est toujours, hein. Et qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? C'est notre moyen en fait de vivre, en fait, de faire vivre notre foyer. C'est-à-dire on a un revenu, mais vraiment tranquille pour vivre à Parce que ça, quatre. elle existe toujours, donc. Ah oui, elle existe toujours et elle existe encore mieux qu'une simple école locale en fait dans l'Essonne. Ça reste une école locale, mais là, ça a pris une ampleur où on attire vraiment des parents de toute la région de l'Essonne. On a accompagné déjà plus de 2000, allez, 3000 enfants. Alors, bon, on ne compte pas les parents. C'est bien. Oui, en On accompagnant compte les pas, voilà. enfants, vous accompagnez les On n'a parents pas en même compté les temps. parents, mais c'est un peu ça. Et franchement, pour une petite entreprise, parce que c'est une petite entreprise, bah, moi je trouve ça énorme. On peut attendre de zéro communication marketing. Ça a été que du local, bouche à oreille. Et on a commencé le marketing en 2020. Et ça, c'est quoi? Pur. C'est des formules que des parents achètent, C'est ça, des abonnements. des abonnements mensuels pour Au venir, début, c'était des ou c'est des forfaits de sessions? 10 cours, Ah, 30 cours. Ça, d'un point de vue de business model, ça allait pas. Et on est très vite passé, enfin, on est passé au bout de 6 ans, 7 ans à l'abonnement parce que c'était la meilleure formule. Et il reste toute l'année et la plupart renouvellent, hein. C'est le lifetime value, en fait. mais Il un faut savoir abonnement, que ils c'est. peuvent venir autant qu'ils veulent?
Ou c'est des Ah, ils sessions viennent autant qu'ils veulent tous les pendant jours, c'est l'abonnement. ouvert Alors, ou... pas tous les jours. En effet, on propose une fréquence d'une demi-heure en fait toutes les semaines. D'accord, Et après, on peut aménager en fait certaines semaines d'accord. quand ils en ont besoin en fait. Donc Donc, c'est de finalement, c'est... l'abonnement. Et donc ce modèle, enfin ce business, donc c'est au-delà du business, c'est aussi une passion quelque Ah, c'est une part passion pour... au départ. Et on l'a développé avec ma femme. C'était à l'époque où je prenais beaucoup de contenu de développement personnel et on parlait souvent vivre de sa passion et tout ça. Bon, j'étais victime de ce marketing-là, mais d'un autre côté, j'en étais bénéficiaire aussi parce que ça m'a recentré en fait sur ce que j'aimais vraiment et ça m'a permis de connaître une grosse partie de ma valeur. Mais c'était pas tout et on le verra peut-être tout à l'heure. Ben, en fait, ce que je faisais là n'était pas suffisant et il y avait une partie de ma valeur qui n'était pas encore développée, que je voulais exprimer, que j'ai exprimé à travers ma deuxième entreprise. qui est du coup Starter Starter Unit. Unit, donc l'université entrepreneuriale. Et donc cette entreprise-là, tu l'as montée tout seul, avec ta Ah oui, femme ou avec alors, d'autres personnes? pas tout seul, non. Avec Ah, deux autres associés, d'accord, donc des fondateurs que j'appelle historiques. Donc, un qui est mon frère, un autre qui est un ami de mon frère. ok, Ça s'est bien passé la première année, un peu moins la deuxième. ouais, Donc, on a monté ça tous les trois. Ça s'est bien passé au début, puisque l'idée de base, c'était l'université entrepreneuriale. Et ça a moins bien passé parce que ils étaient moins présents, en fait, quand j'avais vraiment besoin qu'ils le soient. Et du coup, j'ai dû faire ce qui marchait et pas ce qu'on avait prévu de faire. à Donc, savoir, quelque part c'est ce que doit faire l'entrepreneur. oui, Donc, d'un côté, c'est bien, parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais on n'a pas fait ce qu'on voulait faire au départ. Et le point positif, c'est qu'aujourd'hui, je peux faire avec mes nouveaux associés, on est quatre, ben, ce qu'on voulait faire au départ, puisque le marché est là. oui, Et il n'était pas vraiment mature à l'époque, hein, il faut le savoir. Hein. On a commencé à fin 2016, début 2017, fin 2017, début 2018. Hein, parce que 2016, c'était, on va peut-être y revenir, c'était le réseau que j'ai développé qui a fait naître en fait Starter Unit. Mais on a commencé vraiment, on va dire 2018, réellement à vendre en fait nos offres de coaching. d'accord. Et donc quand tu disais que vous vouliez faire des choses au départ, mais tu as décidé de réorienter pour faire les choses qui fonctionnent, qu'est-ce que vous vouliez faire et qu'est-ce qui fonctionnait à cette Alors, époque-là? ce qu'on voulait faire, c'est vraiment une vraie université, mais euh, au format classique français. Université, des cours, D'accord? Avec des profs qui des viennent. profs, des heures de cours sur 3 mois, avec bien sûr des mises en pratique. Bon, classique en fait, Oui, des TP, enfin des trucs pratiques en fait pour pratiquer l'entrepreneuriat. Mais hors sol par rapport à ce que vivait peut-être l'entrepreneur à l'instant T. Il s'en foutait des cours lui. oui, Quand on a commencé, c'est des entrepreneurs qui étaient un petit peu comme moi aussi. Moi j'avais commencé avant eux, mais qui étaient un peu comme moi, désorientés, qui avaient un boulot salarié qui était pas inspirant du tout pour eux. Ils voulaient se mettre vraiment à l'entrepreneuriat, développer une entreprise, et ils voulaient pas se mettre dans des cours, ouais. 3 mois de cours. Donc ce Ok, qu'il il y a faut. un peu de pratique, mais ils ne savaient pas est-ce que ça allait être vraiment, est-ce que ça allait leur servir. En plus, c'était en mode fast-food, c'est-à-dire prends ce que tu veux. C'était pas adapté et je le voyais que ça ne fitait pas avec le marché. Hmm. Donc, je suis allé là où ça fitait. Et ça fitait où? Ça fitait sur une cible en fait qui était l'entrepreneur qui voulait vraiment se lancer. Donc, il fallait gérer la transition et répondre à des problèmes spécifiques propres à chacun. C'était spécifique. Donc, c'est pour ça que je suis parti sur de l'accompagnement pur au départ. Et pas de la formation comme on le voyait. C'est-à-dire, grosso modo, Massinissa, la proportion de notre offre, c'était 80% de formation, 20% d'accompagnement. D'accord. Et j'ai commencé avec l'inverse, il faut le savoir. Et quand je dis l'inverse, franchement, c'était 100% d'accompagnement. Il C'était, fallait... c'était plus ça qui attirait finalement Ouais. les entrepreneurs. Ils avaient besoin Ils d'être savaient qu'ils en avaient accompagnés. pour 6 mois. Chaque mois, en fait, on se voyait toutes les semaines, donc une fois par semaine. Et puis après, bien sûr, tout le temps en contact. Mais je répondais là aux vrais problèmes qu'ils avaient. L'entrepreneuriat,
aujourd'hui, j'en suis sûr, devenir entrepreneur n'est pas une fin en soi. Par contre, l'entrepreneuriat, c'est un vrai axe de développement personnel, pour moi, de bien-être aussi, pour aider les personnes à devenir ce qu'ils sont vraiment et à partager leurs vraies valeurs et à trouver leur place. On n'a pas une place attitrée dans la vie. Ça, c'est quelque chose qui est, auquel je crois. On n'a pas de place attitrée. Par contre, on doit trouver sa place au moment, en fait, où on vit les choses. C'est-à-dire que chaque expérience nécessite à ce que tu trouves la bonne place, en fait, pour développer, en fait, et trouver la solution que tu dois trouver. Et ça, les entrepreneurs, quand ils commencent leur schéma, leur transition, ne peuvent pas le comprendre puisqu'ils ont une place, ils étaient salariés, ils avaient tel poste, ils veulent devenir entrepreneurs. Donc voilà, c'est entrepreneur. Et pour eux, ce n'est pas un parcours initiatique où ils doivent se connaître au fur et à mesure des expériences et trouver une place où ils doivent s'adapter. Ça, c'est un truc super important d'ailleurs, un conseil. Enfin, en tout cas, c'est un message que je veux donner. Premier, c'est s'adapter. Et le deuxième, c'est être persévérant, faire ce que j'appelle l'effet cumulé, enfin ce qu'appelle Darren Hardy, l'auteur très connu du Compound Effect, le livre très connu qui est mon livre de chevet. L'effet cumulé où on doit vraiment être constant et partager ses valeurs tout au long de son expérience entrepreneuriale et ne pas attendre à court terme d'avoir des résultats, mais voir à moyen, long terme des résultats qui deviennent exponentiels. Bien sûr. Moi, si je n'étais pas resté pendant autant de temps entrepreneur, j'aurais arrêté peut-être la première année ou la deuxième année. Il ne faut pas s'arrêter aux premiers échecs. Mais aujourd'hui, quand tu reçois finalement des entrepreneurs ou des potentiels entrepreneurs ou ceux qui souhaiteraient éventuellement entreprendre, où tu fais finalement cet accompagnement, est-ce que ça ne te prend pas beaucoup de temps? Au début, ça me prenait énormément de temps. Il faut savoir que 6 mois, une fois par semaine, on se voyait, mais il y avait tout le travail derrière. Ouais. Où tu coaches les personnes, il faut savoir que c'est très, très, très énergivore. Et je ne pouvais pas dépasser 6-7 coachings par mois. C'était impossible. Au niveau de l'énergie, tu ne peux pas te dupliquer. Tu peux pas. Je l'ai fait et ça n'a pas duré un an. Mais pourtant, c'est ce qui marchait. C'est ce qui marchait le mieux. Tu fais du spécifique, de l'adapter. La personne, elle est contente en fait. L'entrepreneur est content puisque tu as une sorte de coach en fait personnel. Quel est l'accompagnement que tu proposes finalement sur ces 6 mois? Aujourd'hui, tu parles à un public de vraiment qui ne connaît pas du tout le monde de l'entrepreneuriat. Au début, j'étais avec des starters, c'est-à-dire des personnes qui commençaient, c'est soit au mieux des personnes qui avaient créé une entreprise là dans l'année, soit au pire des salariés qui étaient encore dans leur boulot de salarié. Okay. Donc je m'adressais à eux. Aujourd'hui, en fait, on est sur des startups, donc des groupes en fait de personnes. Alors c'est surtout les fondeurs. Ouais. On accompagne les fondeurs et c'est des phases en fait d'accompagnement de développement. Au début, ça va être vraiment l'image qu'on va développer avec eux, le business model si c'est pas déjà le cas, etc. Toute la structure, toutes les fondations. Ensuite, on va partir sur la préparation du roadshow, c'est-à-dire avant d'aller chercher des investisseurs, business angel ou VC, mais c'était surtout le business angel. En fait, on va préparer le roadshow en préparant en fait la communication, pitch deck, pitch en live avec des partenaires qui sont spécialisés dans la prise de parole. Donc, on prépare les personnes et ensuite, dernière étape, c'est le roadshow, c'est-à-dire on va chercher les investisseurs. Et donc, on est en mode... Vous allez chercher les investisseurs avec eux? En fait, on a notre réseau. Leur donner on va dire les on a notre réseau pour le faire. Il y a les deux. On a notre réseau, on peut leur pusher en fait des contacts, mais aussi, bien sûr, on leur explique comment aller les chercher aussi, parce que on ne va pas être dépendant aussi non plus de ça, puisque ça les regarde. C'est leur argent qu'ils vont lever, c'est pas le nôtre, même si on est commissionné. Mais le but, c'est d'être avec, c'est du down with you. On les accompagne en faisant avec eux ce parcours de roadshow. Et à la fin de la levée, s'il y a une levée ou s'il n'y en a pas d'ailleurs, on s'arrête en se disant, est-ce qu'on reste sur ça? Donc si on lève par exemple
OK, on prend notre commission, mais est-ce que vous voulez qu'on continue ensemble pour aller au-delà de la levée? Parce que les fonds sont là. Qu'est-ce qu'on fait des fonds? Est-ce que vous avez besoin d'être accompagné pour utiliser ces fonds? Là, soit on propose en fait de la prise de participation à la startup, soit on continue à le faire en mode Presta, comme ils l'ont fait dans la première partie. D'accord. Et donc ça, c'est très structuré. Il y a un nombre de semaines par étape qui est très défini. Puis surtout, là, on propose vraiment un truc structuré où on ne dépasse pas en fait ce qui est demandé au départ. Ils savent très bien les livrables qu'ils vont avoir, ce qu'ils vont avoir comme compétences. Ils ont une plateforme pour la partie formation. Ça, on va peut-être y revenir. La partie formation, c'est-à-dire il y a des vidéos, forcément, des contenus qu'on leur propose. Et c'est leur responsabilité. C'est plus la nôtre. C'est pas comme au début, on était là pour former et accompagner. Et donc là, vous essayez de les pousser pour aller C'est ça. faire ces formations-là, pour aller regarder ces Exactement. contenus. D'accord. Mais on va aller plus loin encore aujourd'hui, Ouais. puisqu'on va lancer SeedUp Unit, donc la version 2, qui est un outil en fait basé sur la machine learning, l'intelligence artificielle, si vous voulez. Ouais. Nous, on parle de machine learning. Et on va accompagner sur des aspects qui ne sont pas rentables pour nous, c'est-à-dire des questions, des réponses aux questions, des contenus en fait adaptés à leur situation, etc., par un outil qu'on développe en fait, que mes associés en fait spécialisés, qui sont data scientists, développent en ce moment, qu'on est en train de tester. D'accord. Donc on va aller vraiment vers ça demain. L'objectif, c'est que les questions un peu qui reviennent régulièrement, etc., Voilà. qu'elles soient déjà quelque part déjà traitées, et qu'on puisse Déjà déjà traité. avoir une réponse personnalisée par rapport à... Il y a deux choses. Il y a ça. Il y a les clients, mais il y a aussi les personnes qui ne sont pas devenus clients parce que 26 semaines, c'était trop pour eux, ou parce qu'ils avaient déjà ce qu'il fallait Oui, dans ce qu'on leur proposait. Demain, on leur push en fait l'outil et en fait un abonnement. Hop, ils prennent ce qu'ils veulent. Et puis quand ils sont prêts, là, en fait, on est dans le format accompagnement pur. Et nous, ce qu'on aime avec mes associés et les partenaires, parce qu'on a beaucoup de partenaires aussi qui participent à l'accompagnement, c'est d'être là que pour 100% les accompagner. Traiter, c'est du mentoring pur. d'accord. Et aujourd'hui, donc vous êtes plutôt en croissance. On est en croissance. Vous avez combien d'élèves du coup par... Alors, aujourd'hui, depuis le début, on a accompagné près de 400-500 clients. D'accord. D'accord. On va dire vraiment entrepreneurs. D'accord. Après, on a une communauté de plus de 1700 membres qui est à l'origine de Starter Unit. Oui. Eux, ce sont vraiment des réseaux, en fait. Certains sont devenus clients, mais surtout, beaucoup ont fait du bouche à oreille et nous ont amené des clients aussi. Donc, c'est ça, il faut voir ça aussi. D'ailleurs, je le dis à ton audience aussi, d'entrepreneurs. Il ne faut pas attendre de la conversion directe essentiellement et réfléchir que dans le court terme. Il faut réfléchir dans le moyen, long terme. Moi, ce que j'ai fait au début, si je n'avais pas fait ce réseau avant Starter Unit, je n'en serais pas là. Ce réseau de 1700 personnes, tu les connais tous Alors, personnellement alors 80% de ce réseau, je les ai vus. Ils sont venus en présentiel dans mon événement sur Meetup, événement Meetup. Donc, je les ai vus. Et la plupart, je les retrouve et confirme qu'à d'autres, c'est un super réseau. Il y a pas mal en fait, de profils différents, pas mal d'échanges en fait, super intéressants dans ce réseau, puisque c'est un réseau de partage d'intelligence collective, de partage d'expérience. Et ça n'a pas de valeur parce que tu ne peux pas imaginer le nombre d'informations. J'ai pu tirer le nombre de partages que j'ai pu compiler et qui a fait en fait la base même de ce qu'on offre aujourd'hui dans Starter Unit. C'est inestimable, vraiment inestimable. Et encore aujourd'hui, cette valeur, elle est encore là. Bien sûr. Vous avez fait, du coup, vous avez eu besoin de faire une levée de fonds ou quelque chose comme ça On est en train d'en faire une. D'accord. En tout cas, on est en plein roadshow. Aujourd'hui, quel est l'objectif L'objectif, c'est vraiment la partie logicielle. On va proposer SeedUp Unit V2, c'est-à-dire
l'outil donc basé sur du machine learning. Donc c'est ça qu'on veut financer. On finance pas en fait Starter Unit. Starter Unit, en fait, fonctionne Oui. sur la partie récurrente, il n'y a pas de souci. On a un cash flow récurrent, un BFR qui va bien. On pourrait rester en mode bootstrap comme ça ou continuer en mode autofinancé. Sauf que sur la partie machine learning, il faut des fonds parce qu'il faut des serveurs, il faut énormément de temps, de développement et puis surtout de traitement des données, un système, puis stockage des données, que ce soit sur Amazon ou sur OVH, l'hébergement des données tel qu'on la veut, en fait, avec ce format-là qui est le machine learning, ça coûte quand même. Ça Parce que coûte vous, énormément. l'objectif, c'est vraiment de pouvoir utiliser aussi on va dire les réponses clients ou les demandes clients, etc. Dans le respect des RGPD, bien Bien sûr, sûr. dans le respect, mais pour aussi former votre système. C'est exactement ça. En fait, c'est une boucle vraiment vertueuse parce que, justement, les clients partagent leurs problématiques. Nous, on récolte en fait ces informations et on la retraite en solution. Et que ce soit par le logiciel ou la machine ou que ce soit par l'humain, ça sera en fait permis de la même manière. La machine récolte, propose des solutions, nous on qualifie ou pas la solution et puis on fait circuler en fait. Moi c'est ce que j'appelle d'ailleurs le cycle des valeurs. Bien. Bon, parfait. Merci de nous avoir en tout cas partagé cette partie-là. Avec Et plaisir. là, on va parler un peu plus des défis. Donc, tu m'as dit que forcément, tu as dû te séparer de tes associés Oui, en effet. qui étaient là au départ. Déjà avant même. Puis ta faillite personnelle. C'est ça. Clairement, les défis auxquels tu as fait face, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, il y a eu des défis financiers, affectifs, des défis purement en effet entrepreneuriaux. Mais je dirais que si je dois lister rapidement, ça a été une faillite personnelle, un divorce au tout début, entre la première partie de mon parcours et le deuxième, quand j'ai développé l'entrepreneuriat. Entre les deux, il y a eu ce gros clash personnel où là, j'ai dû éraser en fait dans la première moitié de ma vie, ou quasiment. Et il a fallu tout redessiner. Donc ça a été beaucoup de doutes au départ, surtout beaucoup de gestion. Ce qui est bien, c'est qu'il fallait régler les choses, parce que quand on a une faillite personnelle, il y a la réalité qui est là, donc on n'a pas le temps de réfléchir. Pareil quand on divorce, on se dit, bon voilà, qu'est-ce qu'on a loupé? Est-ce que voilà, il y a quelque chose, voilà. Donc tout ça fait que on est dans le moment où il faut régler les choses et en même temps, il faut déjà penser à la suite. Donc ça, c'est super inconfortable, évidemment. Et surtout, ça ne te laisse pas le choix. Contrairement au fait de dire l'échec, en fait, ça te forme. Je dirais que l'échec, ça te met devant la réalité, ça te confronte à la réalité, ça t'oblige à trouver une solution. D'accord? Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé vraiment fort au départ. Et après, ça m'a servi, puisque on va dire que le départ de mon associé au sein de Starter Unit au tout début, Puisqu'il était aussi ton frère, du coup. mon frère, bon, là, c'est plus touchy quand même. Ça piquait un peu. Ça, c'était pas une situation facile à Ah vivre, non, je non, suppose. non, 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 parce que on va dire que c'était ma vraie première, en fait, situation où j'étais CEO. Donc, la première entreprise, c'était ma femme qui était dirigeante, gérante du truc. Et je l'aidais. Mais là, première expérience où je suis CEO, où je gère, en fait, entre guillemets, l'entreprise. Et là, c'était une grosse claque parce que, oui, une différence de vision, c'est-à-dire une vision du coup qui diverge. Moi, j'étais en face de la réalité du marché. Mes associés étaient peut-être trop avancés, peut-être, ou pas. Mais moi, je leur en veux pas. Puis surtout, le fait de dire, on te laisse tout seul. On va te laisser en mode... on était une SaaS, donc on est laissé en mode SASU. Hein. Puis bon courage. Donc là, oui, ça a piqué. Forcément, ils ont repris leur fonds aussi. Ah oui, ils ont repris leurs fonds, bien sûr, oui, oui.
On a fait ça dans les règles. Ils ont repris ce qu'il fallait, leur temps, leur fonds, tout ce qu'ils voulaient. Puis surtout, ça a été être seul dans les choix stratégiques à faire. Et surtout, là, je te parle de 2019, quand ils sont partis, fin 2019. 2020, il y avait le Covid. T'imagines, ils partent. 1 mois ou 2 mois après, j'apprends qu'il y a le Covid. Je dis, mais comment faire? Donc, j'ai survécu 2020. Puis 2021, ça a été, voilà, ce que j'ai raconté tout à l'heure, la faillite quasiment. Et il a fallu trouver très rapidement des solutions. Et j'ai, grâce au développement partenarial, trouvé cette solution. Donc, tu vois, par rapport aux défis, aux obstacles, aux échecs ou aux obstacles ou à ces défis, ben, il faut toujours voir les choses à long terme, encaisser à court terme, parce qu'il ne faut pas faire croire aux entrepreneurs, aux gens que c'est simple, il faut rester stoïque et faire comme le disent dans certaines vidéos, devenez stoïcien, voilà, tout passera, glissera comme de l'eau. Non, non, non. Vous allez encaisser. Ça impacte. Ça fait, justement, si ça n'impacte pas, c'est que ça ne marche pas. Vous allez encaisser. Vous allez prendre votre respiration et là, vous allez aller trouver les solutions. Vous n'aurez pas le choix de les trouver. Et j'adore être dans cette situation. Pas que je cherche les problèmes, mais que quand ils arrivent, j'adore être dans ça parce que je me dis que c'est ça qui va me transformer. Et je dis souvent, les obstacles et les défis sont en fait les générateurs de transformation et ce qui permettent la transformation. Sans ça, tu ne te transformes pas. Oui, tu restes Voilà, dans tes croyances et puis, c'est ça. et puis c'est tout. Donc, pour toi, ça a été formateur. Tu as sûrement dû prendre de nouvelles dispositions pour t'associer à nouveau. T'as pas Oui, été un peu... à partir du moment où j'ai reconsolidé mes fondations, c'est-à-dire seul, avec une nouvelle stratégie qui me semblait solide et qui s'est avérée bonne, c'est-à-dire le développement partenarial avec des grosses institutions qui m'ont aidé quelque part à être plus visible. Toulouse Business School, Open Classroom, VisiPlus, ce sont des plateformes plutôt de formation, on va dire, formation et accompagnement pour Toulouse Business School surtout, parce que c'est une très très bonne école de management, pour le coup. Là, ça m'a permis de me remettre à flot et puis de développer d'autres partenariats qui étaient moins institutionnels et qui m'ont permis en fait d'avoir de nouvelles opportunités et de sortir de 2021 qui était pour moi au début, quand j'ai commencé à voir en janvier ce qui pouvait m'attendre, pour moi c'était la faillite. Donc tu vois, passer de janvier où je me dis c'est la faillite, comment je vais faire pour traiter la faillite, comment ça se passe, je commençais déjà à me renseigner sur ça. Tu finis l'année en te disant finalement, voilà. Voilà. Donc les dettes étaient effacées à la fin de l'année, alors que j'en avais en début de 2021, et il me semblait presque impossible de les couvrir en fait. Voilà. Après, bon, hein, il y en a qui arrivent à continuer avec des dettes comme ça pendant plusieurs années. C'est pas ça, mais quand tu es seul, tu te dis, bon, ben voilà, la stratégie ne marche pas, tu vas vers une faillite. Mais à partir de quel moment tu t'es dit, il faut quand même que je me rassocie avec des gens? Après, c'est-à-dire quand j'ai vu que la stratégie commençait à bien fonctionner, quand ça s'est relancé. Tu as choisi du coup tes associés? Oui, j'ai recruté mes associés. Là, c'est pas... si, c'est un peu qui veut devenir mon associé. Qui veut devenir mon associé, mais en mode vraiment là, là, je me suis dit, j'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu. J'ai pas choisi le troisième associé, j'ai choisi mon frère, j'ai pas choisi le troisième. Là, je me suis dit, non, là, c'est bon. Il n'y a pas de personnes amies ou pas amies. Je recrute. Voilà. J'avais des critères, j'avais vécu déjà l'association. Donc, C'était quoi j'avais tes des critères. du coup? Les critères, c'était les valeurs partagées, la vision a été clairement dite et elle était bien expliquée. Et le troisième truc, c'est avoir, bien sûr, des compétences entrepreneuriales, c'est-à-dire savoir avoir conscience du risque de l'entreprise aussi. Je n'ai pas dit à mes associés, vous allez voir, c'est une entreprise florissante.
Tu sais ce que j'ai dit? Je dis, alors, je vous recrute. L'an dernier, j'ai failli être en faillite. J'aurais dit, je commence comme ça. Ça, c'est un test. Pour savoir se dire, bon, les opportunistes, hop. Et puis, j'ai gardé ceux qui se sont dit, ben non, c'est une super entreprise, super valeur. Il y a du potentiel. Le mec, il s'est relancé, seul fondateur restant, il s'est relancé malgré la situation. Donc, voilà. Et les personnes que j'ai recrutées ont reconnu ça. Et donc, les personnes qui ont eu les critères que je demandais. Tu les as recrutés sous forme, c'est-à-dire où ils sont rentrés avec des capitaux quand même dans Non, l'entreprise ou s'il fallait que je recrute, je savais que ça allait pas être en espèces pour avoir des capitaux. Pourquoi? Parce que vu la situation dont je sortais, je me disais, bon, Donc en gros, ils viennent, c'est... ils prennent des parts, mais en contrepartie de leur Voilà, en temps, de leur énergie. contrepartie, ils bossent avec moi. Parce qu'il y a une partie, je ne pouvais pas avoir le temps de tout faire, hein. Il y avait toute la gestion d'entreprise à faire. Et il me fallait des personnes qui me fassent gagner du temps. Et Donc, tu leur as, en plus de ça, consacré un salaire ou c'est vraiment au non, non, départ non. non. Donc, j'aurais dit très clairement, venez associer, je vous offre en fait l'expérience du projet. Vous ne quittez pas votre entreprise. Starter Unit, c'est un side project pour vous. Il n'y a pas de souci. Tous les associés de Starter Unit auront une activité à côté. Ce n'est pas un problème. Par contre, je veux juste un minimum de temps à dégager pour l'entreprise. Comment tu l'as géré ça du coup? Ah ben, j'ai géré en partageant clairement et en disant les choses telles qu'elles étaient, en disant qu'en contrepartie, la plupart des associés avaient besoin d'une expérience dans ce domaine-là Mhm. aussi, qui était émergent. Et je demandais des associés surtout qui étaient technologiquement euh, euh, au fait de ce qui se passait, mais aussi qui avaient un état d'esprit entrepreneurial. Donc, demander quelque chose qui pouvait intéresser aussi. Et ça a intéressé. J'ai eu plus d'une centaine de retours, candidatures. Et j'ai fait comment? J'ai fait comme si je recrutais un salarié. J'ai fait une annonce sur LinkedIn, j'ai balancé et une centaine de candidatures. J'en ai gardé donc. Alors, j'en ai gardé 4. Il y en a un qui est reparti depuis parce qu'il avait vraiment des impératifs professionnels. Là, pour le coup, il n'avait plus le temps. Donc, il m'a dit de lui-même, il m'a dit, écoute Fauzi, j'aurais pas le temps de continuer. Tu leur Voilà. demandais de consacrer combien de temps minimum par semaine Alors, au il y projet? avait 1 heure par semaine pour les réunions et suivis. Et puis après, à côté, c'est comme ils pouvaient, avec le temps qu'ils avaient, en off, en me disant que j'allais compter sur justement la passion en fait, qu'ils auraient à développer ce projet. Parce que c'est un vrai projet Mais, qui était passionnant pour eux, en tout cas, pour ceux qui mais tu leur sont as restés. offert des parts à ce moment-là? Ah oui, bien sûr, c'est départ. Tout de suite? Alors, au départ, j'ai fait ça en 2 temps. J'ai fait un pacte d'associés qui avait une durée limitée de 6 mois, en disant, si la condition n'est pas respectée, c'est-à-dire que si vous ne respectez pas ne serait-ce que la condition de temps, et que je vois que les valeurs ne sont pas partagées, que je vois qu'il y a une divergence, une division, on se serre la main et c'est fini. Je suis parti avec une part limitée, quand même, en disant que si c'était bon, au bout des 6 mois, ils allaient avoir le double de ce qui avait marqué sur le pacte d'associés. J'ai testé leur intérêt, leur motivation à travers ce projet. Hmm. Je l'ai fait en 2 temps. Donc là, on a signé en assemblée générale extraordinaire en décembre dernier. Les statuts, on les a intégrés. Et voilà. Si tu devais remonter le temps, tu changerais quoi? Je changerai absolument rien. Alors, mais d'un autre côté, cette question, on ne peut pas y répondre. Moi j'y réponds juste pour dire que je ne regrette pas tout ce que j'ai fait. Par contre, on ne peut pas remonter le temps en se disant, en refaisant les choses telles que l'on est aujourd'hui. C'est impossible. En fait, c'est plus une question pour dire qu'est-ce que Mais en tu ne mode referais retour vers plus le finalement. futur, si je revenais en mode retour vers le futur dans le passé, je referais... Alors, franchement, je vais te dire le truc, je referais rien comme j'ai fait. Ah Mais ouais. je regrette pas.
par contre, de ce que j'ai fait. Mais je refais tout différemment, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal. Je choisirais pas, j'accepterais pas d'être associé comme ça avec n'importe qui que je connais pas. J'ai rien, enfin, c'est rien de personnel contre lui. C'est que une personne que je connais pas, qui je signe un pacte d'associé comme ça, sans connaître, je le ferai plus. Déjà, qu'en le faisant avec une personne que je connais bien, comme mon frère, ben voilà, on n'est C'est vrai jamais qu'on sûr. dit, on le dit jamais assez, mais le pacte d'associés, c'est la base finalement C'est la quand on base, ouais. s'associe. Hein, Mais bon, voilà, c'est un mariage, mais bon, voilà, sans le côté où on se dit, bah, il faut rester, il faut être fidèle, etc. Tu peux pas retenir une personne qui ne veut plus, en fait, travailler. Et c'est la signature même d'un entrepreneur. Tu ne vas pas l'obliger à faire ce qu'il n'aime pas. Quelle est la leçon la plus importante que tu as apprise en tant qu'entrepreneur? Mais il y en a deux. Comme je le dis, je le répète, parce que c'est super important pour moi. La persévérance, c'est la clé. Je redis ce livre de Darren Hardy, L'effet cumulé. Pour moi, ça a été un livre de chevet depuis le début. Si je ne l'avais pas lu, je ne serais pas resté, malgré tout ce qui s'est passé, parce que j'aurais arrêté 10 000 fois. Et puis le deuxième truc, c'est s'adapter. S'adapter aux personnes, s'adapter aux environnements. Il faut savoir, en fait, accepter l'environnement, accepter les personnes qu'il y a autour de soi, et se dire que bon, ok, bah, elles ne sont pas comme toi, c'est normal, elles sont différentes, il faut s'adapter. L'environnement est changeant ou il n'est pas le même, mais il faut s'adapter. Et c'est comme ça que j'ai réussi à tenir. D'ailleurs, il y a comment ça s'appelle, Albert Jacquard, qui est un généticien très connu, français, je ne sais pas si tu connais, voilà, qui rappelle aussi le fait de, ben, forcément, ben, au bout d'un moment, ben, l'espèce, elle a survécu, surtout en s'adaptant. Et l'homme tel qu'il est aujourd'hui, il s'est adapté. C'est vrai. Quels sont les pièges qui sont à éviter pour toi, pour les entrepreneurs? Ah, les pièges, alors, bon, déjà, je dirais que les pièges, il faut qu'ils les acceptent. Il va en avoir. Maintenant, ce qui peut éviter, en tout cas aujourd'hui, comme ça, c'est déjà de se dire que sa vision est figée. La vision évolue au fur et à mesure, en fait, de sa vie entrepreneuriale. Il faut qu'il s'adapte et qu'il soit flexible par rapport à ça. Il ne faut pas se dire, ah mais la vision que j'avais avant, je veux absolument la pratiquer. Si j'avais pas été flexible comme ça, et si j'avais pas laissé ma vision évoluer, ben, je serais resté dans la vision de mes associés, euh, qui nous aura amené vers la faillite plus tôt encore, parce que ben, le marché n'était pas prêt. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, piège vraiment, que je leur dirais, c'est de choisir vraiment, de ne pas choisir en fait les personnes avec qui ils travaillent, par opportunité, et de se dire, ah ben tiens, je vais par exemple accepter un contrat. Tiens, on va prendre cet exemple. Je vais accepter un contrat parce que j'en ai besoin. Sauf que la personne en face, c'est la pire des personnes, qui n'a pas les mêmes valeurs, etc. Est-ce qu'il faut le faire? Ben non, surtout pas. Moi, je préfère ne pas gagner, développer mon chiffre d'affaires. Par contre, travailler qu'avec des personnes que je respecte et voilà, avec qui j'ai envie de travailler. Pareil pour les partenaires. N'allez pas avec des partenaires où vous dites, ah ben ça va être une super opportunité d'aller avec lui. Pareil, même chose, pour les mêmes raisons. Et autre chose aussi, un piège vraiment qu'il faut éviter, c'est de sous-estimer l'effet à long terme par rapport au court terme. Si un entrepreneur n'a pas confiance en fait en soi, en lui-même, il ne pourra pas avoir la valeur que pourra avoir son entreprise à long terme. Et du coup, il sera court-termiste. Donc, ce que je leur dirais, c'est vraiment de développer vraiment la confiance qu'ils ont déjà à leur projet et d'y croire et de persévérer et de se dire que de toute façon, les choses vont se faire grâce à l'effet cumulé à long terme. Et que même si elles se font peut-être un peu plus lentement, il faut continuer. Parce qu'il y aura toujours, au bout d'un moment, une goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va permettre en fait à l'eau donc à être libre, à s'écouler. Et c'est un petit peu ça, je leur dirais, comme piège à éviter.
Eh bien, parfait. Merci en tout cas, Fawzi. Merci Avec d'avoir plaisir. partagé tout ça avec nous. Et à vous, du coup, je vous dis à très vite pour d'autres interviews. Merci encore de nous accompagner dans ce développement de ce nouveau média. Euh, Nous, tout ce qu'on peut vous demander pour nous donner de la force et l'envie de continuer à découvrir d'autres profils Merci. aussi intéressants et de partager aussi de la valeur avec vous, c'est de nous donner de la force en vous abonnant à nos différents médias sociaux, donc que ce soit sur YouTube, à notre chaîne, sur Instagram, sur LinkedIn, on s'est même lancé aussi sur TikTok et sur plein d'autres outils. On est 100% digital aujourd'hui, donc allez-y, donnez-nous de la force, accompagnez-nous. Merci à tous et je vous dis à très vite.